Et Al-Jawlani, sa tête va être mise à prix. C'est la technique américaine One Tête du Far West. Et c'est 10 millions de dollars. Daniel Dory, vous êtes l'un des rares spécialistes reconnus de l'analyse géopolitique du terrorisme. Vous avez été maître de conférence à l'Université de La Rochelle et vous êtes membre du comité scientifique de la revue Conflit et du comité de rédaction de la revue Sécurité globale. Auteur de nombreuses publications, dont un récent manuel d'études du terrorisme, nous sommes ravis de vous recevoir pour analyser la situation en Syrie. Merci Daniel Dory d'avoir accepté notre situation. Alors pour commencer, nous avons plusieurs analyses qui ont vu le jour suite au renversement de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier. Alors que le flou des derniers jours du conflit entre l'opposition armée et l'ancien régime commence à s'éclaircir, la situation politique en Syrie reste cependant très incertaine. Le groupe Hayat Tahrir al-Sham, dont les relations avec Al-Qaïda sont compliquées, a grandement contribué à la chute de Bachar el-Assad. Ce groupe dit aujourd'hui chercher à unir les Syriens et espère se défaire de l'étiquette de terroriste que lui confèrent certains pays occidentaux comme les États-Unis. Daniel Dory, ce groupe, qui est-il vraiment ? Alors, bon, d'abord, merci de m'inviter. Qu'est-ce que ce groupe? D'abord, il faut commencer par dire que la situation que l'on est en train de voir en Syrie est un merveilleux laboratoire pour comprendre vraiment comment fonctionne le terrorisme à tous les étages. Mais une petite introduction est nécessaire pour préciser que quand on parle de terrorisme, on se réfère à 3 strates de réalité. La première, c'est la réalité polémique, c'est-à-dire la désignation, la labellisation d'une organisation, d'une personne, voire d'un pays comme terroriste. Ça relève de la guerre de l'information, de la guerre psychologique, de la guerre tout court. Il y a une deuxième strate qui est la strate juridique, dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui est l'ensemble des tentatives de qualifier juridiquement l'acte terroriste par rapport à différentes autres manifestations de la criminalité ou des atteintes aux personnes et aux biens. Et il s'agit donc de trouver une spécificité au terrorisme pour le poursuivre, pour poursuivre les terroristes et pour les condamner. Et puis il y a une troisième strate qui est la strate scientifique, c'est-à-dire celle dont je m'occupe, qui est l'analyse scientifique du fait terroriste. Et là, on a des manifestations d'actions, puisque le terrorisme est un ensemble, enfin, c'est une technique de communication violente, pour être bref. Et cette technique de communication violente est utilisée par certains à certains moments et pas à d'autres, parce que c'est une technique dont les différents acteurs ont besoin ou pas à un moment donné. Le terrorisme n'a ni patrie, ni idéologie, ni sens métaphysique quelconque. Le terrorisme est une technique à laquelle on recourt. D'où la difficulté d'ailleurs de qualifier une organisation comme terroriste, puisque aucune organisation, aucun individu ne pratique exclusivement le terrorisme. Il y a du travail politique, il y a du travail idéologique, il y a du travail économique, il y a des tas de choses qui font que les organisations sont diversifiées. Ce qui nous ramène à nos sympathiques djihadistes qui sont devenus en quelque temps des terroristes modérés. Les
l'organisation HTS actuelle est l'héritière d'un groupe qui s'appelle Jabhat al-Nusra, qui est issu de ce qui va devenir l'État islamique et en relation avec Al-Qaïda. Alors, ça implique de préciser deux choses. Al-Qaïda n'est pas l'entité que l'on présente habituellement, c'est-à-dire ce n'est pas une espèce de pyramide organisée comme un régiment d'infanterie prussien. Al-Qaïda est une espèce de nébuleuse gélatineuse qui réunit un certain nombre d'acteurs de par le monde sous le parapluie d'une structure qui est héritière de la structure qu'ont mis les États-Unis via la CIA et les services secrets pakistanais en début des années 1980 avec financement saoudien, d'où le sympathique Ben Laden qui intervient, pour combattre les soviétiques qui occupent l'Afghanistan à ce moment-là. Donc c'est une création des Occidentaux pour coordonner l'aide des pays du Golfe et des services secrets occidentaux en direction de l'Afghanistan. Les années passant, 1989, les soviétiques se retirent et il y a des tensions concernant ce que va devenir cette organisation. Al-Qaïda, c'est la base, c'est-à-dire le bureau d'aide aux djihadistes arabes qui vont être mobilisés en Afghanistan. Qu'est-ce que l'on va faire avec ces gens-là, sachant que ces gens-là sont aguerris, sont doués d'une capacité de nuisance non négligeable et ont surtout une structure qui les accueille. Alors, on passe rapidement sur cet aspect-là, mais c'est important de savoir qu'Al-Qaïda est plus qu'une organisation, c'est une espèce de pavillon de complaisance, comme dit mon ami Rofer, qui va servir à des tas de causes. Ces gens-là sont, depuis l'origine, comme je viens de le dire, sous la dépendance de services secrets saoudiens, pakistanais, nord-américains, donc israéliens aussi. Donc la situation est telle que l'on se retrouve dans les années 90, fin de la guerre froide, avec un contingent de djihadistes qui vont pouvoir essaimer dans des conflits l'ex-Yougoslavie, l'Algérie des années 90 et d'autres endroits de moindre intensité djihadique comme l'Égypte par exemple ou la Jordanie. Donc on a ceci pour la composante Al-Qaïda. Al-Qaïda est en train de péricliter un petit peu à la suite du départ des soviétiques, tout en ayant gardé le sens du triomphe. Ils ont vaincu un des satans. Reste le deuxième, qui sont les États-Unis, qui fomentent la répression à leurs yeux des musulmans dans les pays du Moyen-Orient. Et donc, il faut savoir si on va s'attaquer d'abord à l'ennemi lointain, c'est-à-dire les États-Unis, ou bien on va s'attaquer d'abord au régime infidèle et apostat que l'on a à proximité, c'est-à-dire en Jordanie, en Égypte, etc., en Syrie, en Irak. Voilà. Cette configuration va se retrouver modifiée de façon radicale en 2003. En 2003, il y a l'invasion stupide, criminelle de l'Irak, où les États-Unis agissent comme proxy déjà des autorités israéliennes de l'époque, et puisque Netanyahou n'arrête pas de dire qu'il faut se défaire de Saddam Hussein, qui est le candidat hitlérisé de l'époque. Et à partir de ce moment-là, on a des étrangers, des Occidentaux, qui s'attaquent à un pays musulman, malgré tout, même si le régime de Saddam Hussein est laïque,
Et donc, on va avoir un afflux de djihadistes de différents pays qui vont venir combattre en Irak. C'est le premier mouvement important de combattants étrangers. Ces combattants étrangers vont être tués, un certain nombre vont se faire exploser et un certain nombre d'autres vont se faire capturer. En même temps, la répression américaine, qui est importante puisqu'il y a beaucoup de troupes là-bas, va mettre les anciens responsables du gouvernement de Saddam Hussein en prison, où ils seront d'ailleurs torturés comme il se doit dans la prison d'Abu Ghraib, etc., et puis dans d'autres prisons. Mais ils ont en même temps des cadres à la fois de l'État irakien qui vont être capturés en même temps que des djihadistes. Et avec ce mélange-là, on va fabriquer le germe de ce qui va être l'État islamique. Et l'État islamique va avoir une dépendance d'une part avec Al-Qaïda, parce que c'est nécessaire de l'avoir, via les intermédiaires saoudiens principalement, et va avoir une dépendance technico-stratégique par rapport aux États-Unis et à Israël, puisqu'il s'agit de combattre d'abord les chiites. C'est quelque chose que l'on oublie trop souvent. Le germe de l'État islamique, c'est une petite organisation, peu importe les noms, qui va faire les attentats les plus spectaculaires contre les sanctuaires chiites en Irak. Donc ces gens-là vont développer la résistance à l'occupation américaine et occidentale en Irak, jusqu'au moment où un deuxième élément important se produit, c'est-à-dire ce que l'on a appelé les printemps arabes. Les printemps arabes vont être le moment où, notamment en Syrie, on va fomenter de l'extérieur une guerre civile à partir de 2011-2012, et donc il va y avoir un afflux de djihadistes vers la Syrie. Ce qui n'est d'ailleurs pas très difficile, sachant qu'il y a une animosité déjà entre les États syriens et irakiens depuis très longtemps, parce que bien qu'ils appartiennent à la même orientation politique, ce sont deux régimes bassistes, c'est-à-dire du socialisme laïque, ils se détestent pour des raisons d'affinité nationale et d'ambition régionale. Donc on va envoyer à partir de l'Irak des combattants, et là, on manque de Syriens. Alors on a peu de Syriens pour l'instant en Irak, mais il y a un petit groupe de Syriens avec à la tête de ce groupe un certain Al-Joulani, que l'État islamique en voie de développement, ce n'est pas encore l'État islamique que l'on va connaître à partir de 2013-14. Donc on est en germe. Donc le chef de l'époque de l'État islamique va envoyer Al-Joulani en disant, voilà, tu vas faire, sous couverture Al-Qaïda, tu vas faire le djihad là-bas et tu vas essayer de rassembler sous ton autorité la plus grande quantité possible de mouvements, de groupuscules de résistance, de façon à ce que Al-Qaïda ait une présence significative dans ce qui apparaît à l'époque une entreprise commandée bien sûr de l'extérieur, de destruction du régime syrien. Je passe rapidement sur les péripéties mineures qui sont abondamment retracées dans la littérature pour savoir que Joulani va être efficace. Joulani, c'est un personnage que l'on retrouve maintenant en Syrie, entre guillemets rouge et souligné, libéré. Al-Joulani, donc, c'est un djihadiste tendance Al-Qaïda dur et pur, mais qui a le sens des relations publiques déjà et qui va commettre une série d'atrocités, bien entendu, comme les autres, et un peu plus que les autres, parce que Al-Nusra va être un front et une organisation particulièrement meurtrière. C'est pourquoi Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères français, va dire que Al-Nusra faisait du bon boulot. Hein? Bon. Donc, ils sont reconnus comme étant des massacreurs efficaces. Cela dit, pour réussir à faire
une djihadisation de la résistance syrienne contre le régime de Bachar el-Assad, et cette résistance est multiple, éclatée, dispersée entre des éléments laïcs qui sont à l'extérieur, un gouvernement provisoire, des katibas diverses et variées. Il va falloir réussir à donner une impression que l'on est pas directement sous l'emprise d'Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda, depuis le 11 septembre 2001, a laissé quand même d'assez mauvais souvenirs à l'international. Donc il va falloir procéder en 2 temps. Le premier temps est un changement de nom, 2012, mais ce n'est pas encore le nom actuel, on va changer de nom, et avec l'intention de garder le pacte, c'est-à-dire la baya, la soumission à Al-Qaïda. À l'époque, Ben Laden est mort, donc c'est Zawahiri. Mais Zawahiri n'est pas d'accord avec le fait que l'on se sépare ouvertement d'Al-Qaïda, sauf si on réussit à faire un front de l'opposition réunie, ce qui n'est pas le cas, ou bien si l'on fait un gouvernement qui respecte la charia, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc il y a des bisbilles, mais l'orientation générale du nouveau look du Front al-Nusra reste la vision al-qaïdiste. Le vrai changement va avoir lieu autour de 2017. En 2017, il y a le changement, apparaît notre Ayat Tahrir al-Sham, et entre-temps Alep est tombé aux mains du gouvernement syrien, et les djihadistes sont cantonnés dans la poche d'Idlib. C'est-à-dire, ça va devenir une espèce de Jurassic Park djihadiste, dans lequel on aura de l'entraînement, on aura surtout un point très important, on aura la mise en place de structures proto-étatiques. Ils vont créer un gouvernement qui va être plus ou moins un gouvernement de transition, avec la volonté de l'étendre, ce qui s'est produit, de l'étendre à l'ensemble de la Syrie, avec des ministères, avec la charia qui s'applique, avec les lapidations qui vont avec, enfin bon, le régime habituel. Et il me semble qu'on a l'air de dire que ça s'est bien passé à Idlib. Vous pouvez nous décrire, pardonnez-moi de vous couper, Daniel Dory, la gouvernance de 2017 à 2024 d'Idlib, s'il vous plaît? Mais c'est une gouvernance de type djihadiste habituel, islamiste dur et pur classique, mais avec un certain nombre de bémols. Et pourquoi il y a un certain nombre de bémols? Parce que le pari de Giulani, c'est d'étendre son emprise et son enclave au niveau territorial. Pour ce faire, Idlib est une mauvaise base de départ. Parce qu'Idlib est pauvre, il n'y a pas de pétrole, et donc ils dépendent de l'aide que fournissent les ONG, c'est-à-dire les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite. À l'époque, Giulani n'est pas le pion des Turcs. Les Turcs ont d'autres pions, djihadistes aussi, etc., puisque le problème des Turcs, c'est de battre et de tuer la plus grande quantité de Kurdes possible. Ce qui n'est pas le problème à l'époque de Giulani et d'Ayat Tahrir al-Sham. Eux, ils sont contre le régime de Bachar, et donc il va falloir du temps. C'est au cours des dernières années que les Turcs vont considérer que le meilleur cheval pour faire l'opération otanienne en direction de la Syrie était Giulani et sa bande. Alors, tout ça n'est pas acquis, c'est-à-dire c'est des choses qui se font progressivement. Bien sûr, il y a un contrôle étroit des services occidentaux, donc israéliens, dans la zone. Il y a de l'entraînement, etc. Mais il y a en même temps un soutien par des ONG islamiques, parce que
il faut nourrir une population, il faut lui donner de l'électricité, il faut lui donner de l'eau, il faut résoudre des problèmes basiques. Et pour résoudre les problèmes basiques, il n'y a pas moyen d'extraire du surplus en suffisance de la population ou du territoire. Donc il est nécessaire de garder le cordon ombilical qui passe en partie par la Turquie. Donc la Turquie est quand même très ambivalente dès le départ, même si ce n'est pas son pion à ce moment-là. Et des pays du Golfe et de l'Arabie saoudite en particulier. Le régime va donc être un régime islamique relativement modéré, dans le sens où les aspects les plus répugnants aux yeux des composantes laïques qui existent encore et de l'opinion internationale, parce que Giuliani va réussir, et on va lui faire réussir, une mutation progressive au cours des années entre 2019 et 2023, schématiquement. C'est le moment où on tient un discours extrêmement modéré en disant notre ennemi n'est pas l'Occident, notre ennemi c'est Bachar el-Assad, les Russes et les Iraniens. C'est-à-dire exactement le discours occidental israélien. Et ce discours, encore faut-il le diffuser. Alors là intervient un élément important, c'est une revue qui s'appelle CTC Sentinel, Counterterrorism Sentinel. C'est une revue qui paraît aux États-Unis par le centre de West Point et qui est totalement lié à l'appareil de sécurité des États-Unis et donc israélien aussi. Hein. Et là, on a en 2023, dans le numéro de mai de 2023, c'est sur Internet, hein, CTC Sentinel, on peut trouver l'article. On a une interview d'un journaliste français qui s'appelle Wassim Nasr, qui est un poisson pilote de l'opération, un des nombreux poissons pilotes, dans lequel il fait une interview notamment de Giuliani, en disant que finalement ce garçon est sympathique et il est orienté vers le combat contre nos ennemis communs, c'est-à-dire les Russes et les Iraniens. Entre-temps, l'affaire ukrainienne a eu lieu et les relations entre Israël et l'Iran sont devenues de plus en plus détestables au fur et à mesure que les années passent. Mais on n'a pas encore les affaires de Gaza, etc. Mais on l'aura très, très vite. C'est-à-dire qu'on aura le Hezbollah qui va rentrer en scène, etc. Et donc on a le moment dans lequel ce groupe qui commence par être une antenne d'Al-Qaïda va devenir l'instrument de l'opération finale de destruction du régime de Bachar el-Assad. Bien sûr, cette opération ne peut fonctionner que si le régime a été travaillé, si les hauts responsables militaires ont été achetés, intimidés ou éliminés, etc. C'est l'effondrement de l'armée syrienne qui est à certains égards mystérieux. On ne saura peut-être jamais dans quelles conditions ça s'est fait, mais ça s'est fait de façon très rapide et tout laisse penser qu'il y a une vaste entreprise qui prend ses racines dans le temps, une vaste entreprise de destruction des filières de commandement, des chaînes de commandement et de l'autorité à l'intérieur de l'État syrien et de l'armée syrienne. Ça, c'est des choses que l'on finira par savoir. Donc, à partir de 2023, on a la transformation, et alors là on a des choses amusantes, c'est-à-dire qu'on a une transformation apparemment idéologique, nos ennemis sont pas les Occidentaux, il y a 2 ou 3 jours, Al-Giuliani vient de dire « nous n'attaquerons jamais Israël », ben évidemment, Israël n'est pas attaquable, ils sont tellement gentils en Palestine qu'on voit pas comment on leur chercherait noise, enfin ce serait pas élégant. Donc on s'attaquera pas. L'objectif est bien sûr de les orienter vers l'Irak,
puisque l'Irak a des milices chiites en état de fonctionner, un petit peu appuyées par l'Iran, et donc le plan vraisemblablement est de mobiliser la main-d'œuvre et la chair à canon djihadiste vers l'Irak. Ce qui est assez amusant quand on sait que les Israéliens, en même temps, qui ont tellement confiance dans leur pion du moment, qu'ils ont pris quand même le soin de bombarder l'essentiel de l'appareil militaire syrien. C'est-à-dire que les djihadistes vont devoir aller au combat s'ils y vont contre les milices irakiennes, avec les armes qu'on leur laisse. Donc, on a toujours des choses étranges qui passent. Mais le fait important, c'est le relookage de Giuliani. Alors, on a les photos de Giuliani dans les années 2012, 15, 16, 17. Et dans les derniers mois, on a une transformation d'apparence physique, vestimentaire. On a un relookage. Alors, c'est vrai qu'il est dans les mains des spécialistes du prêt-à-porter. Donc, on a une espèce de zelinkisation de Giuliani. C'est la même couleur kaki. Enfin bon, on a un travail de formatage qui n'est pas spécialement la marque de fabrique d'Al-Qaïda. Al-Qaïda n'est pas connu comme étant une agence très soucieuse de se tenir à la dernière mode. Alors ici, on a ça. On a ça dans le discours. Pour résumer, c'est une opération de communication. C'est une opération de communication, mais avec des marges de manœuvre qui sont celles du moment. C'est-à-dire, c'est une opération de communication qui fonctionne bien parce que le bénéficiaire principal étant Israël, il a gagné sur 3 tableaux importants. Le premier, c'est qu'il peut grignoter davantage de terrain. Il a commencé, on est déjà à plus de 350 km² du côté du Golan. Bon, ça c'est une annexion qui est parfaitement illégale par ailleurs. Deuxièmement, si la Syrie se stabilise, elle est neutralisée, c'est-à-dire qu'on n'a plus cet ennemi-là à la porte et on a cassé les filières d'approvisionnement du Hezbollah qui passaient de l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban. Donc ça, c'est un point important. Mais si ça rate, c'est-à-dire que si Giuliani perd le contrôle, parce que c'est tout à fait possible, ces gens-là n'ont pas une discipline prussienne tout de même. Donc il est tout à fait possible que des éléments se disent quand même... Certes, il fallait se débarrasser de Bachar, dont on est en train, avec la publicité internationale, de dire à quel point c'était un abominable personnage. Bon, l'hitlérisation habituelle. Mais bon, les Israéliens à côté, ils sont quand même pas vraiment cool avec des musulmans, dans ce cas-ci les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, et on pourrait peut-être faire quelque chose. Un certain nombre ont déjà dit maintenant il faut aller à Al-Quds, c'est-à-dire à Jérusalem. Bon, je pense que celui qui a enregistré cette vidéo a dû avoir des problèmes de santé un petit peu considérables depuis lors. Enfin, toujours est-il que c'est dans l'esprit djihadiste tout de même aussi. Donc, on peut avoir une situation qui est une situation dans laquelle on aurait un État djihadiste, un califat, État islamique relooké, sous contrôle de la communauté internationale et qui pourrait être suffisamment répugnant pour donner à Israël, comme avec le cas de Gaza, la possibilité d'intervenir en permanence, ce qu'ils font déjà, et de faire des opérations Alors, quel type de rapport peuvent entretenir les Occidentaux avec ce groupe, ce groupe islamique? Le même rapport qu'ils ont depuis des années, c'est-à-dire un contrôle. Il faut savoir que depuis les années 2015, 16, 17,
membres, les combattants d'Al-Nusra, puis des différentes versions de ce qui va être le mouvement actuel, lorsqu'ils étaient blessés, étaient soignés en Israël. Il faut savoir qu'ils recevaient des armes aussi de ce côté-là. Il faut savoir que les États-Unis avaient, en partie à partir de leur base, des liens et des contacts avec de l'appui, puisqu'ils se battaient contre Bachar el-Assad, qui était l'ennemi d'Israël, donc notre ennemi à tous, virgule, n'est-ce pas? Donc, ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est que maintenant, on peut le faire ouvertement. On n'est plus obligé de passer par Lafarge, les ciments, enfin bon, bref. Là, on peut le faire de façon ouverte. Et d'ailleurs, à l'heure où l'on se parle, il y a déjà des représentants et des délégations de l'Union européenne qui vont aller en Syrie. Alors, l'idée est bien sûr habituelle. Les Israéliens montrent les cibles, les Américains et les Israéliens bombardent, et les Européens payent les dégâts. Donc là, on va avoir une reconstruction de la Syrie qui est exsangue. Mais elle est exsangue pas essentiellement parce que Bachar el-Assad, bien que ce ne soit pas un personnage sympathique, c'est pas le problème, mais il a subi, son régime a subi, et la Syrie a subi des sanctions absolument épouvantables depuis 2012. C'est-à-dire que l'état de délabrement de l'économie et de la société syrienne est en partie, à part la guerre, bien sûr, est en partie dû au fait que l'on a un pays sursanctionné. Donc maintenant, d'abord, on va devoir lever les sanctions, ce qui va être rapide. Et puis, un autre élément qui est évidemment pour le spécialiste du terrorisme assez comique, c'est que à partir de l'apparition du front Al-Nusra, le département d'État américain a considéré que c'était une organisation terroriste, parce que son lien avec Al-Qaïda était évident et réclamé, enfin c'était pas caché, c'était l'antenne d'Al-Qaïda. Or, Al-Qaïda a laissé des mauvais souvenirs aux États-Unis. Donc, on va considérer que le Front Al-Nusra est une organisation terroriste, ce qui est l'aspect polémique de l'affaire. Donc, on ne peut pas négocier, on ne peut pas leur donner de l'argent, on ne peut pas faire des transactions financières avec eux, etc., etc., etc. Ce qui va avec le pack de la déclaration. Et Al-Jawlani, sa tête va être mise à prix. C'est la technique américaine du one tête du Far West. Et c'est 10 millions de dollars. C'est à l'heure où l'on se parle, il y a toujours cette récompense pour la capture de Jawlani, avec lesquels... Non, elle a sauté, non? Elle est toujours d'actualité, cette récompense est toujours d'actualité? Alors que à l'heure où nous parlons, oui. Ah oui, c'est amusant ça. Ah non, mais c'est très amusant, mais le domaine du terrorisme est un domaine dans lequel on s'amuse beaucoup. Donc, il faudrait faire une vérification, mais disons, j'ai fait la vérification très récemment et il était encore sur la liste. C'est-à-dire que si on a besoin d'argent, on peut partir en Syrie et capturer monsieur Jawlani et le remettre, je ne sais pas très bien à qui, mais il y a toujours un avocat qui peut dire « Ah, vous avez promis, il faut donner ». Donc, on a des situations qui sont amusantes. Ce n'est pas le seul cas. On a une organisation iranienne, les Moudjahidines du peuple, qui était une organisation terroriste classique pendant l'époque du Shah, et qui, pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran, s'est rangée du côté de l'Irak, c'est-à-dire du côté des gentils de l'époque. Et donc, on les a retirés de la liste. Et depuis lors, c'est les Iraniens qui font des manifestations en Europe, la communauté européenne, dans les rues de Paris, à parler de l'Iran. Ces gens-là sont une antenne de la CIA et du Mossad. Donc, ils sont plus du tout terroristes, puisqu'ils sont du bon côté. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va retirer, bien sûr, le Ayat al-Sham, Ayat Tahrir al-Sham, on va retirer de la liste et on va cesser de promettre la récompense et on va essayer de faire des affaires au niveau de la reconstruction et surtout essayer de gérer
la remise en état d'un État syrien. Pas gagné. Est-ce que vous pourriez nous raconter, enfin nous décrire, s'il vous plaît, la trajectoire de Al-Qaïda en Syrie et sa rivalité avec l'État islamique, s'il vous plaît, Daniel Dory? Voilà, ça a été, j'en ai retracé certains éléments tout à l'heure, mais c'est une rivalité qui vient du fait qu'à un certain moment, al-Baghdadi, le patron de l'État islamique, va se brouiller vraiment avec Al-Qaïda. Et ce n'est pas le cas à l'époque du Front al-Nusra. Donc il va y avoir une scission autour de 2012, qui va durer un petit peu jusqu'à rentrée 2013. Et bon, ils vont se tirer dessus, hein. Il y aura des morts en certaines quantités, et une partie des djihadistes vont devoir choisir de partir vers l'État islamique, la plupart sont partis vers l'État islamique, et une partie sont restés avec Al-Qaïda, dont des Français. Ce sont des Français que l'on retrouve maintenant à Damas. Hein. Et donc Al-Qaïda va piloter le Front al-Nusra, va piloter beaucoup moins sa deuxième transformation, et vraisemblablement à l'heure actuelle, Hayat al-Tahrir al-Sham n'a pratiquement pas de rapport avec Al-Qaïda résiduel, mais Al-Qaïda résiduel, on a beaucoup de mal à savoir ce que c'est. Depuis la mort de Zawahiri, Al-Qaïda, qui n'a jamais été une structure pyramidale organisée, est un réseau. Il reste des entités djihadistes qui se sont réclamées d'Al-Qaïda, qui ont surtout l'idéologie djihadiste, mais c'est une zone dans laquelle l'affiliation à une organisation, c'est-à-dire la baya à un chef, est flexible, mouvante et soumise à toutes sortes d'aléas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer ça comme une affiliation stricte à l'occidental. C'est pas du tout ça. On s'affilie à des gens, on peut s'affilier à 2 ou 3 d'ailleurs, et on s'affilie dans des circonstances conjoncturelles. C'est exactement comme les alliances. On fait une alliance pas pour la vie, on fait une alliance jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire. Mais d'ailleurs, j'aimerais, pardonnez-moi, revenir sur quelque chose. En vous écoutant, je pense à des événements qui sont rarement mentionnés. J'aurais aimé qu'on parle un petit peu de la couverture médiatique de la Syrie post-Assad. Une certaine violence s'est déchaînée suite au renversement de Bachar el-Assad, qui est très rarement mentionné. J'ai pu vous montrer quelques vidéos sur les réseaux sociaux. On découvre un flux croissant d'images d'une grande brutalité. Donc j'imagine que c'est l'héritage aussi post-Al-Qaïda, État islamique, etc. Ce traitement médiatique qui est tout de même passé sous silence, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Daniel Dory? Bon, sur la capacité de nos médias mainstream de retransmettre des éléments du réel, je pense qu'il ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il ne faut rien en attendre. Alors, il y a, pour ce que l'on peut en savoir, il y a bien sûr une répression contre des anciens dignitaires du régime qui ne se sont pas retournés à temps. Il y a, mais dans une situation dans laquelle on a une absence de police, pour commencer, dans une grande partie du territoire. Il y a des vengeances familiales, il y a des vengeances claniques, il y a des vengeances religieuses, c'est-à-dire toutes les raisons que l'on peut avoir de détester son voisin deviennent incandescentes. C'est-à-dire que l'on a des massacres qui ont lieu sous divers prétextes, soit parce qu'on veut occuper sa maison, soit parce qu'on veut récupérer sa voiture. Il y a du pillage, il y a du vol. Ça fait partie des choses, j'allais dire, habituelles dans le cas d'un changement de régime, surtout lorsque l'État s'effondre. Alors là, il y a cet élément-là. Mais il y a un autre élément dont il faut parler pour finir de répondre tout à fait à la question sur le destin d'Al-Qaïda. Quand est-ce que les choses se jouent vraiment? C'est-à-dire quand l'héritier d'Al-Qaïda, relooké, remis au goût occidental du jour, va
prendre vraiment de l'ampleur qu'il a actuellement, c'est vraisemblablement au moment où les Turcs décident d'en faire leur cheval de bataille. Les Turcs, je rappelle, font partie de l'OTAN. Hein, il ne faut jamais oublier cet élément, qui n'est pas un détail. Et ça, on peut le dater. On peut le dater de 2018-19. Pourquoi? Parce qu'il arrive quelque chose de tout à fait intéressant à ce moment-là. C'est-à-dire que le calife, al-Baghdadi, va être tué par des forces américaines, mais dans la poche d'Idlib, c'est-à-dire une poche qui est HTS, mais contrôlée de fait par les Turcs. Contrôle aérien, contrôle satellite, contrôle des voies d'accès, etc. Et puis progressivement, on va avoir un phénomène au cours des années suivantes, c'est le sens de la carte que l'on mettra à l'écran, c'est le sens de la carte, c'est-à-dire que les califes de l'État islamique vont mourir à une vitesse accélérée. Et on voit sur la carte qu'ils vont mourir dans ou autour de la poche d'Idlib, c'est-à-dire dans la zone d'influence turque. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les Turcs n'ont plus d'hésitation. L'option État islamique, qui est très affaiblie à l'époque, est remplacée par l'option HTS. Alors, un des califes est tué près de Dera, mais l'HTS est aussi implanté à Dera faiblement, mais il est implanté là-bas aussi. Donc, on a cette carte nous montre à part la progression vers l'est des attentats de l'État islamique, on a la manifestation de l'élimination de l'État islamique. Ça, c'est très important. Et Ayat Tahrir el-Sham devient l'instrument monopoliste de... Je comprends bien, c'est une fausse rupture avec Al-Qaïda, l'État islamique, etc. etc. Pas nécessairement une fausse rupture, c'est-à-dire c'est un changement de situation géopolitique. Al-Qaïda fonctionne dans un certain nombre de circonstances et à l'heure actuelle, Al-Qaïda n'est plus nécessaire. Donc, comme Al-Qaïda n'est plus nécessaire, on se débarrasse d'Al-Qaïda ou on le garde pour des tâches autres et ailleurs. Hein. Les services gardent toujours quand même une petite poire pour la soif. Mais la charia n'est pas non plus un ensemble monolithique, puisque la charia relève déjà de plusieurs interprétations possibles, et la charia peut être appliquée de façon stricte, moyennement stricte, light. Non, la charia, c'est comme les boissons gazeuses. Hein. Il y a la version normale et la version light. Ça va dépendre des rapports de force. Ça, on n'en sait rien. La charia en tant que telle n'est pas quelque chose d'étranger à la région. Elle s'applique en Égypte, chose que l'on oublie trop souvent. Elle s'applique en Jordanie. Mais on peut l'appliquer avec plus ou moins de rigueur, avec une plus ou moins grande tolérance. Alors, ce qui est sûr, c'est que, aux grandes dames de la communauté européenne, je ne pense pas que l'année prochaine, on aura une Gay Pride à Damas. Ça faisait depuis 2011 que le drapeau français n'était plus hissé en l'ambassade de France à Damas. Oui. Aujourd'hui, on a une délégation française. Que peuvent-ils échanger, à votre avis? Pour l'instant, je pense que tout le monde est sous l'expectative et la marge de manœuvre est fixée par les propriétaires d'Ayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire les Turcs, les Américains et les Israéliens. Les autres pays sont censés faire de la représentation parce qu'il n'y a rien qui nous dit que les Turcs sont parfaitement alignés sur la position israélienne. Les Américains, oui, il n'y a pas de doute. Mais les Turcs sont sur place et qui sont des gens qui ont des énormes intérêts
dans ce qui est en train de se jouer maintenant, parce qu'il y a le problème kurde qui est pour eux existentiel à la frontière de la Syrie. Donc, les Turcs font peut-être un plan pour la suite. Alors, ce plan ne concerne pas la Syrie de l'Est, mais peut concerner la gouvernabilité de la Syrie. Ils n'ont pas intérêt à avoir quelque chose de trop chaotique à la frontière sud. Donc, pour l'instant, on est tout à fait au début d'une séquence qui est relativement imprévisible. On a les scénarios que je dis, c'est-à-dire une Syrie neutralisée, une Syrie mobilisée par ces djihadistes contre l'Irak, ou une enclave turbulente de djihadisme pseudo-international qui permet à Israël de refaire l'opération Gaza, Cisjordanie, etc., avec du bombardement intensif des populations. Je pense que le scénario le plus probable, c'est une phase de plusieurs mois de consolidation de la gouvernance et de remise en état de l'appareil syrien, pas militaire bien entendu, mais administratif. Une population, ça doit se nourrir, a besoin d'électricité, a besoin d'eau, a besoin de tas de choses. Donc ils vont être concentrés là-dessus et ils n'ont pas des moyens militaires de menacer qui que ce soit. Oui, parce qu'il faut bien rappeler, vous l'avez déjà dit, insister que les sanctions qui ont été imposées à la Syrie ont laissé la population syrienne dans un seuil de pauvreté. Daniel Dory, pour finir, quelle perspective pour la Syrie à venir? Voilà, alors les perspectives sont en fonction des trois scénarios que j'ai essayé d'ébaucher, soit une Syrie neutralisée politiquement, militairement et qui ne menace personne, soit une Syrie dont on va utiliser le potentiel djihadiste pour s'attaquer à l'Irak, c'est-à-dire aux milices chiites irakiennes, et à ce moment-là, il va falloir de nouveau réintroduire des armes, enfin bon, le scénario habituel. Et la troisième possibilité, c'est d'avoir une perte de contrôle pas de Giuliani et de sa bande qui sont totalement domestiqués, mais ils ont des tas de suiveurs qui, eux, sont convaincus qu'il faut mener le djihad d'une certaine façon et pas d'une autre. Et certes, tuer du chiite, c'est bien, mais il y a quand même le phénomène Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem et la Palestine, qui est quand même une pierre dans la chaussure de la pensée djihadiste globale. Même si les djihadistes globaux, Al-Qaïda, l'État islamique, ont été toujours très très bien contrôlés par les services qui les ont fabriqués et entretenus pour ne pas s'attaquer directement à Israël. Mais il y a cette possibilité-là, et dans ce cas-là, on aurait une enclave ou une espèce de petit califat djihadiste dur qui donnerait à Israël la possibilité d'intervenir en permanence, comme Gaza, par des bombardements et des destructions de population en permanence. C'est-à-dire, on pourrait mobiliser de nouveau le terrorisme dans le sens polémique, c'est-à-dire nous sommes entourés de terroristes, djihadistes dangereux, ça concerne le monde entier, ce qui est faux, mais donc il faut que les Occidentaux nous donnent des bombes de façon à ce que nous les éclations de façon efficace. Donc on a ces trois possibilités. Et la plus probable, à mon avis, dans les mois qui viennent, parce que faire sur la région des pronostics à plus de 2 ou 3 mois est extrêmement hasardeux. Et encore, hein, le temps long dans ces circonstances-là, c'est une semaine. C'est que les nécessités de base de la population syrienne étant tellement grandes, parce que le pays est exsangue, il faut donner à manger aux populations, il faut donner de l'eau, il faut donner de l'électricité, il faut donner du carburant. Donc il va y avoir des tâches énormes d'administration et il va y avoir vraisemblablement un partage
des tâches, c'est-à-dire les anciens djihadistes qui ont pris le pouvoir vont s'occuper pendant un temps raisonnable de l'administration des populations, pendant que les Turcs règlent militairement ou contribuent à régler ou essayent de régler le problème kurde qui pour eux est existentiel à la frontière nord de la Syrie. Donc ça, c'est le scénario le plus vraisemblable. Encore faut-il que la situation au Liban le permette, etc., mais ça nous ramène à un tableau géopolitique d'une grande complexité qui dépasse ce dont nous avions à parler aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, Daniel Dory, c'est un plaisir de vous recevoir. J'invite les internautes à se procurer, étudier le terrorisme, votre dernier ouvrage. Oui, en plus le lire. Et le lire, absolument. Voilà, pour y voir un peu plus clair sur les nombreuses questions que recouvre l'étude du terrorisme. Merci Daniel Dory et à bientôt. À bientôt.